Bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous propose qu'on commence un nouveau chapitre relatif aux nombres complexes. Et avant que je vous parle de ça, en fait, il faut quelque chose qui est important à se rendre compte. En fait, c'est que a priori, les nombres complexes sont très très peu d'interprétations géométriques. Raison pour laquelle, pendant très très longtemps, ça a été considéré comme quelque chose qui n'existait pas. D'accord? Alors, en fait, comment est-ce qu'on est arrivé à créer les nombres complexes? En fait, ça revient de très très loin, en fait, de la façon dont on a simplement étudié les nombres. D'accord? Donc au début, si on se dit par exemple, tiens, je me rends compte que pour fabriquer deux pains, pour acheter deux pains, en fait, j'ai besoin de 16 pièces de monnaie, 16 pièces d'or. Ok? Ça veut dire ici qu'en fait, on en vient à conclure que, a priori, pour acheter un pain, en fait, on a besoin de 8 pièces de monnaie. Donc on se dit, ok, tranquille, c'est facile. Et donc ça, c'était quelque chose qu'on utilisait très très couramment à l'Antiquité, c'était simplement les nombres positifs, en fait, parce que ça représentait vraiment des choses qu'on connaît. Ok? Et en fait, l'idée dans les mathématiques, c'est qu'à chaque fois que on ait rencontré un problème qu'on n'a pas su résoudre, on a créé des outils qui nous ont pu permettre de le résoudre. Donc un des premiers problèmes qu'on a rencontré très rapidement avec l'apparition de la monnaie, c'est, supposons que vous ayez 50 pièces, que vous possédiez 50 pièces dans votre bourse, ok? Ou sur l'équivalent de votre compte en banque à la Renaissance. Et puis, par mégarde, vous faites pas attention et vous vous dites, en fait, à la personne qui fabrique du pain, eh bien, en fait, vous allez lui acheter pour plus de pain que vous ne possédez d'argent. Et donc, vous allez écrire vous allez dire quelque chose comme, en fait, j'ai 50 pièces et je vais acheter pour l'équivalent de 60 pièces de pain. Okay, et ben là, en fait, on se rend compte que les mathématiciens, à cette époque-là, se rendent compte qu'avec une équation de cette forme-là, en fait, on sait pas, il n'y a pas de nombres entiers qui vont être solution de cette équation-là, d'accord? Alors nous, avec les mathématiques modernes, on sait très bien qu'une solution de cette équation, c'est x est égal à 50 moins 60, c'est-à-dire x égale moins 10. Et en fait, même si ça n'avait pas d'importance, même si ça avait peu d'applications à l'époque, on s'est vite dit en fait, on a besoin de créer un nouveau nombre, ce moins 10, et ça a une interprétation quoi qu'il en soit, et en l'occurrence ça veut dire moins 10, ça veut dire j'ai une dette de 10 pièces envers mon boulanger. D'accord? Et donc petit à petit, cette idée des nombres négatifs a commencé à être introduite dans les mathématiques, et comme vous vous en doutez, on a rencontré encore après des équations qu'on ne savait pas résoudre, pour lesquelles il a fallu encore une fois créer euh, des nouveaux nombres. Donc supposez par exemple qu'on avait a priori la première équation qui était 2x égale 16, et bien supposez maintenant que eh ben, en fait pour acheter deux pains, en fait j'ai pas besoin de 16 pièces mais j'en ai besoin de 17. Okay, et bien là on s'aperçoit que a priori il n'y a aucun nombre entier, positif ou négatif, qui est solution de cette équation. Et en fait, du coup, on a introduit pour cette raison-là des nombres qu'on peut écrire sous forme de fractions qui nous ont permis, du coup, de modéliser ça. D'accord? Et donc, ça, c'était quelque chose qui nous a permis d'avancer, de résoudre plus de problèmes. Donc, a priori, ici, on travaillait juste avec les naturels. Puis ici, on a travaillé avec les entiers. Ici, on a travaillé avec les rationnels. D'accord? Et on s'est encore rendu compte plus tard que il y avait encore des équations qu'on ne savait pas résoudre. Par exemple, ça c'est une équation qui est restée très mystérieuse pendant très longtemps, de l'époque de Pythagore, où si on a un triangle qui est isocèle rectangle de côté 1, on se demande quelle est la mesure de ce côté-là, d'accord? Et déjà les mathématiciens grecs savaient que la réponse à cette question n'était pas un nombre qu'on connaissait, d'accord? Et pour résoudre donc ça, en fait, cette équation-là, on peut la traduire simplement en écrivant x carré égale 2, d'accord? Et a priori, c'est là qu'on a introduit les relations racine carrée, où on a dit en fait, euh, racine de 2, c'est la solution qui est positive de x carré égale 2. D'accord? Et en fait, cette équation-là, elle a deux solutions, qui sont plus racine de 2 et moins racine de 2. D'accord? Et a priori, c'est comme ça qu'est définie la notion d'une racine. Okay, la racine carrée, c'est défini comme la solution positive d'une équation de ce type-là. D'accord? Et alors ça, ainsi qu'avec d'autres nombres, on a créé les réels. D'accord? Donc tous les réels, c'est pas les rationnels avec les choses qu'on sait écrire comme racines. Il y en a d'autres, comme par exemple pi, etc. D'accord?
Et donc voilà, et en fait, avec ces nombres réels, pendant très longtemps, on a commencé à savoir s'attaquer à de plus en plus d'équations. Donc par exemple, résoudre des équations quadratiques de ce type-là, ça, avec tous les coefficients positifs, etc., parce qu'on n'a pas découvert tous les nombres d'un coup, c'est quelque chose qui est connu depuis des siècles et des siècles et des siècles, voire des millénaires, d'accord. Les Babyloniens parvenaient déjà à résoudre ce genre de choses dans certains cas. Et en fait, en Italie, à l'époque de la Renaissance, on a commencé à s'intéresser au cas qu'est-ce qui se passe quand ce genre d'équation ne fonctionne pas, d'accord. Et alors en Italie en particulier, ils se sont c'était dans le cadre d'équations cubiques, d'accord, mais qu'on pouvait réduire sous une forme un peu comme ça, d'accord. Et en fait, les mathématiciens italiens se sont dit tous les problèmes qu'on a, avec des équations qu'on ne sait pas résoudre, sont tous réduits à ce problème-ci, d'accord. Ou si on a la réponse à cette question-là, en fait, on arrive à résoudre tous les problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre, d'accord. Et à partir de là, en fait, il y a un mathématicien, je pense français, dont je me souviens plus du nom, qui a dit, en fait, eh bien, comme avant, je vais fabriquer un nombre, ok. Et donc, il a introduit un nombre qui était le nombre i, ok. Et il a dit, par définition, i par définition, qu'est-ce que ça a été fait? On a dit, ben en fait, i, c'est quoi? C'est la solution. I, c'est un nombre tel que i carré est égal à moins 1. Et du coup, les solutions de cette équation-là, du coup, on en a deux. On va avoir i, d'accord? Parce que si je fais, ben, comme i carré vaut moins 1, je vais avoir moins 1, et je vais aussi avoir moins i. Ok? Parce que si je fais moins i au carré, si je fais moins i au carré, j'ai moins 1 au carré fois i au carré, c'est-à-dire 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 1, et on vérifie également l'équation. D'accord? Et donc a priori, ce nombre imaginaire i a été créé de cette manière-là. Alors faites très attention, d'accord? On remarque souvent dans plein de vidéos sur internet, plein de cours du secondaire, des choses comme i qui est égal à la racine de moins 1. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire assez attention, et je vous recommande vivement de ne jamais écrire ça, parce que ça la porte à tous les ennuis. Pourquoi? Bah, par exemple, parce qu'avec les manipulations à racine carrée, etc., on peut arriver à plein de contradictions, du style par exemple 1, en fait ça on remarque c'est la racine de 1, du coup ça c'est la racine de moins 1 fois moins 1, d'accord? Et bah ça du coup c'est la racine de moins 1 fois la racine de moins 1, d'accord? Ben ça, du coup, par définition de i, si on utilise cette définition-là, ça c'est i fois i, et i fois i, on a vu qu'en fait ça faisait moins 1. D'accord? Et là, on arrive à une terrible contradiction, parce qu'on a que 1, c'est égal à moins 1. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on arrive à une contradiction? Parce qu'on a utilisé une notation dans le cadre où on n'avait pas le droit de l'utiliser. D'accord? La racine carrée, si vous vous souvenez, la définition de cette notation-là, c'est la solution positive de blablabla. D'accord? Et là, on a dit, bah non, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses, ça ne fonctionne pas. D'accord? Alors, pour conclure sur cette vidéo, du coup, les nombres complexes, on va tous les créer à partir de i, d'accord? Et on va dire, en fait, que les nombres complexes, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des nombres qu'on va écrire comme a plus bi, avec, du coup, a et b qui sont des réels, d'accord? Alors, on a que i, il est défini tel que i carré est égal à moins 1. C'est le nombre qui va nous servir à générer tout notre ensemble des complexes, d'accord, qu'on appelle grand C avec une barre comme ça. D'accord? Alors pour information, quelque chose d'autre, on va dire qu'un nombre complexe écrit sous cette forme-là, on dit que ça, en fait, on dit que a plus bi, on va dire que c'est la forme algébrique de ce complexe. D'accord? On dit que c'est la forme algébrique, parce que c'est comme ça que ça avait été introduit. D'accord? Et alors, ces nombres complexes-là, alors pour information, aussi ça, ici, A, ça on appelle ça la partie réelle du complexe, et B, ici, ça on appelle ça la partie imaginaire. D'accord?
D'accord? Et alors, une façon classique de représenter les complexes, d'accord, c'est dans ce qu'on appelle le plan de Gauss. Donc ça fonctionne un peu comme le plan cartésien, mais pour les complexes. D'accord? Donc si je mets un axe ici avec ici les parties réelles, d'accord? Et ici, si je mets les parties imaginaires, il y a des notations pour ça, mais qui ne nous intéressent pas trop dans le cadre de ce cours-là. Et bien en fait, le nombre a plus bi, on va l'écrire ici. D'accord? Ou, en fait, si je projette horizontalement, on va avoir la distance a, et si je projette verticalement, on va avoir la distance b. Donc ça, c'est un peu comme si dans le plan cartésien, on avait affaire au point AB. D'accord? Et donc ça, c'est la définition des complexes au sens classique, sous forme algébrique, ainsi que la façon dont on avait découvert ça. D'accord? Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'ai dit que le nombre complexe il est écrit sous forme algébrique. À l'évidence, ça sous-entend qu'on peut les écrire sous une autre forme, et c'est ce que je vous propose de faire dans la prochaine vidéo. Donc voilà, allez, salut!